À la une de l'actualité, l'association Planète des réfugiés droits de l'homme a estimé ce mardi que le secteur de la justice aux Comores est véritablement à l'agonie. Par un communiqué, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé ne plus organiser à partir de cette année la cérémonie officielle célébrant son anniversaire. Et puis au Togo, les villages situés sur le littoral risquent de disparaître. Et pour cause, la mer a avalé en quelques mois de 3 à 5 mètres de côte. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Affaire donation de campagne du président sud-africain, la Haute Cour de Pretoria a décidé de suspendre l'enquête le 12 août dernier. Mais depuis, des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font planer de nouveaux soupçons au sommet de l'État. Constitution mandates. Arrivé à la tête de l'Afrique du Sud depuis moins de 3 mois, Cyril Ramaphosa se trouve déjà en eau trouble. Il est accusé par la médiatrice de la République d'avoir menti au Parlement à propos des donations reçues lors de son élection à la tête de son parti, le Congrès national africain, en 2017. Pourtant, à son élection, l'homme était présenté comme celui qui allait tourner la page des années noires de Jacob Zuma et de la corruption. Même si la Haute Cour de Pretoria a suspendu l'enquête, il est dit de coutume qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font ressurgir le dossier. En effet, des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias, la banque Goldman Sachs ou encore la famille Oppenheimer, la plus grande fortune sud-africaine, ont financé la campagne de Cyril Ramaphosa. Selon l'analyste Rolani Dubé, le chef de l'État est tout simplement la 12e fortune sud-africaine. Le problème se trouve dans la collusion dans ces milieux d'affaires, notamment entre Ramaphosa et les Oppenheimer, qui lui avaient même payé ses études. Avec ces révélations, l'image d'un Ramaphosa salvateur se trouve écornée. Malgré ces fuites dans la presse, le président a fait appel devant la justice pour que ses comptes de campagne ne soient pas rendus publics. La médiatrice, une juriste indépendante, est chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration au sein de l'État ou de mauvaise gestion de l'argent public. La médiatrice a été saisie il y a près de 6 mois par le leader de l'opposition, Mmusi Maïman. Le secteur de la justice aux Comores est véritablement à l'agonie. C'est ce qu'a estimé ce mardi l'association Planète des réfugiés droits de l'homme. À l'issue d'une mission en mai et juin dernier aux Comores, l'association Planète Réfugiés Droits de l'Homme a, dans une note adressée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, affirmé qu'il n'existe pas de véritable politique pénitentiaire dans le pays. L'association souligne aussi que moins de 3% du budget national est affecté à la justice et que 90% du budget du ministère de la Justice est alloué au salaire de ses fonctionnaires. Le secteur pénitentiaire est quant à lui complètement laissé à l'abandon avec un taux de surpopulation carcérale de 220% en moyenne pour la prison de Moroni, poursuit l'association selon laquelle des mineurs sont détenus avec des adultes. Enfin, l'association affirme qu'en l'absence de garde pénitentiaire, le gouvernement a recours depuis 2001 à des sociétés privées de sécurité pour gérer la prison de Moroni. En Égypte, les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé ce lundi une réunion. Cette rencontre est intervenue à quelques jours de la signature formelle d'un accord qui devrait ouvrir la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion en Égypte à quelques jours de la signature formelle d'un accord ouvrant la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Un bref communiqué rendu public par le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que cette réunion de 2 jours a eu lieu
entre l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation, et le Front révolutionnaire soudanais, qui comprend 3 groupes rebelles. Les résultats des discussions qui n'ont pas été dévoilés seront présentés à Khartoum aux dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement. Après des mois de pourparlers entre les meneurs de la contestation et le Conseil militaire de transition, les 2 parties ont finalisé début août un accord global sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans. La signature officielle de cet accord est prévue le 17 août prochain. L'Égypte, faut-il le rappeler, a apporté son soutien au Conseil militaire de transition après la destitution et l'arrestation par l'armée du président Omar el-Béchi le 11 avril sous la pression d'un mouvement inédit de contestation populaire. Je le disais en titre, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui fête ses 56 ans le 21 août prochain, a décidé de ne plus organiser à partir de cette année la cérémonie officielle célébrant son anniversaire. L'annonce a été faite ce mardi dans un communiqué du palais. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a renoncé à la célébration officielle de son anniversaire, qui coïncide traditionnellement avec la fête de la jeunesse. Pendant le règne d'Hassan II, cette fête était célébrée le jour de l'anniversaire du père du souverain actuel, le 8 juillet. Pour son 54e anniversaire en 2017, le roi avait notamment organisé une réception dans la ville de Ndik, dans le nord, en présence d'une foule de représentants du monde politique, diplomatique et militaire. Pour la dernière fête du trône qui a marqué le 30 et le 31 juillet dernier les 20 ans de règne de Mohamed VI, le palais avait déjà appelé les Marocains à une commémoration normale sans célébration supplémentaire. Cette fête avait été cumulée le 31 juillet avec le très protocolaire rituel d'allégeance qui voit chaque année des centaines de dignitaires élus et hauts responsables du ministère de l'Intérieur se prosterner devant leur souverain. C'est un phénomène qui touche toute l'Afrique de l'Ouest, mais dont les effets sont particulièrement dévastateurs au Togo. Chaque année, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. L'érosion côtière défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bord de mer. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer, mais ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Les hommages en l'honneur de DJ Arafat se poursuivent en Côte d'Ivoire et à travers le monde. La star a fait rayonner le coupé décalé sur le continent africain et au-delà.
Des fans de DJ Arafat, star du coupé décalé, commencent à déposer fleurs et bougies sur le site de l'accident de moto qui lui a coûté la vie, suscitant une grande émotion en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour faire honneur à mon artiste et me recueillir sur le lieu de son accident. J'ai eu tellement mal là où j'étais, il a fallu que je vienne, que ma colère là s'atténue un peu. C'est sa musique, sa chanson qui va nous manquer. Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour ses fans, pour la Chine populaire, c'est ça qui va nous manquer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Le manager de DJ Arafat le décrit comme une icône de la jeunesse. Personnellement, je suis peiné, je suis touché. Je pouvais tout croire, tout penser, mais sauf ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, Arafat est une icône pour la jeunesse, pour toute une population. C'est quelqu'un qui fut un grand battant. Donc, musicalement parlant, il a donné le courage, l'espoir à certains artistes de pouvoir croire en leur passion et de se donner à fond. Les surnoms, il en possède à foison. La sortie de chaque son était presque toujours accompagnée d'un surnom très vite adopté par ses milliers de fans qu'il a surnommé la Chine populaire. Le roi du coupé décalé, Yorobo, commandant Zabra, Sao Tao le dictateur, Yorogang Daishika. Il se faisait désigner avec tous ses pseudos au-delà de son nom d'artiste DJ Arafat. Il a été récompensé à plusieurs reprises pour son talent. En février 2019, il a été élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel. Décédé à l'âge de 33 ans, DJ Arafat laisse derrière lui des œuvres artistiques qui tiendront en haleine ses fans. L'artiste a en effet plusieurs albums et singles à son actif. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue de presse par le Burkina Faso, où la plupart des tabloïds parus ce mercredi s'intéressent à la sortie effectuée par le Premier ministre burkinabé dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits et crises communautaires. Le quotidien rapporte que le Premier ministre a échangé avec les gouverneurs et les hauts commissaires des régions. Gestion des conflits communautaires, gouverneurs et hauts commissaires au premier plan, titre Sidoya. Pendant ce temps, le pays nous apprend que dans le cadre de la lutte contre les violences terroristes et communautaires, le Premier ministre met à contribution les chefs de circonscription. Au Cameroun, le délestage enregistré à Yaoundé continue de faire couler d'encre. Le quotidien camerounais d'information Le Messager nous informe de ce que, suite à l'incendie survenu au poste source électrique du BRGM à Mélène, le chef de l'État instruit le ministre de l'Eau et de l'Énergie de résorber cette situation dans les brefs délais. Le Canard affiche en manchette « Yaoundé dans le noir, Paul Biya veut éviter le chaos ». Pendant ce temps, le journal Repère fait savoir que le gouvernement et les entreprises en charge du transport et de la distribution de l'énergie sont à pied d'œuvre pour remédier à la situation et positionne en titre « Miné, Eneo, Sonatrel, Front uni pour sortir Yaoundé du noir ». Mutation Quotidien parle des premières mesures d'urgence et annonce à travers ses colonnes que la ville de Yaoundé pourrait dans les prochains jours sortir du noir, les pouvoirs publics ayant pris des mesures allant dans ce sens. En Côte d'Ivoire, les tractations se poursuivent dans le cadre de la présidentielle de 2020. Le jour plus prédit qu'au sein du PDCI-RDA, plusieurs autres cadres vont quitter Bédié après les départs d'Aoussou, Duncan, Adjoumani et consorts. Le journal propose les raisons de ces départs annoncés à travers ses colonnes. Au même moment, le nouveau réveil se focalise sur le rapprochement entre le PDCI et le FPI et rapporte comment Wassina Koné a dévoilé des secrets du rapprochement des deux formations. Dans le même registre, le quotidien L'Essor ivoirien livre les secrets de la rencontre entre Bédié et Gbagbo et propose en titre les deux grosses erreurs de Bédié qui mettent Gbagbo en colère. Le Sursaut annonce pour sa part qu'aujourd'hui se joue un tournant décisif pour Gbagbo et Blé Goudé devant la CPI et précise que leur liberté ne tient qu'à un fil. Ce sera tout pour cette revue des titres à la une de quelques tabloïds africains. Demain est un nouveau jour. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.